Salam alaikum. Nous allons voir maintenant la deuxième partie de la pollution de l'eau et du sol. La deuxième partie, elle va traiter de la pollution par les métaux lourds, par la radioactivité et les pesticides. Alors, les paramètres d'évaluation de la pollution, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut dire que cette eau ou ce sol sont pollués ou ils ne sont pas. Alors, قبل ما نشوفوا les détails ديال la pollution par les métaux lourds, la matière radioactive et les pesticides ou les paramètres d'évaluation de la pollution, غادي نلقى واحد النظرة على ce qu'on appelle le plancton. Les êtres vivants qu'on trouve dans l'eau, ils jouent un rôle très important dans l'écosystème. يلا نشوف. On regroupe sous le terme de plancton tous les organismes, végétaux ou animaux, qui sont incapables de lutter efficacement contre le courant. Le plancton joue un rôle fondamental dans les équilibres marins. Le plancton végétal, constitué d'algues microscopiques, est encore appelé phytoplancton. Il constitue la base de la chaîne alimentaire. Il fournit entre autres la nourriture nécessaire aux zooplanctons, aussi appelé plancton animal, qui alimentera lui-même d'autres éléments de la chaîne alimentaire. Le phytoplancton est largement dominant par rapport au zooplancton. Son développement est basé sur l'assimilation d'éléments nutritifs présents dans l'eau de mer et sur la présence de lumière grâce à la photosynthèse. Commençons par étudier les effets des métaux lourds et de la matière radioactive sur la chaîne alimentaire marine par exemple. Alors, les chaînes alimentaires qu'on trouve dans la mer ou bien dans les lacs, ils commencent par ce qu'on appelle le phytoplancton. Ce sont des végétaux. C'est des végétaux, ce n'est pas des animaux. Ces phytoplanctons, c'est-à-dire des algues qui sont généralement microscopiques, sont mangés par le zooplancton, c'est-à-dire les animaux, qui sont eux-mêmes mangés par les petits et les grands poissons, qui sont à leur tour mangés par les prédateurs. Bien sûr, l'homme peut manger les requins, il peut manger aussi les poissons, donc on peut le trouver vers la fin de la chaîne alimentaire. Donc les êtres vivants dépendent les uns des autres. Certaines relations sont de type trophique, comme nous venons de l'étudier, c'est-à-dire alimentaire. Trophique, ça veut dire alimentaire, comme les chaînes alimentaires. Si le biotope aquatique est pollué, c'est-à-dire si l'eau est polluée par les métaux lourds, comme le mercure par exemple, ou bien du plutonium, eh bien toute la chaîne alimentaire va s'en trouver polluée. Donc toute la chaîne alimentaire est affectée. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la concentration le métal lourd ou bien de la matière radioactive va augmenter, la concentration va augmenter dans les maillons de la chaîne alimentaire. La concentration des substances toxiques augmente progressivement dans la chaîne alimentaire, où la toxicité est donc maximale dans le maillon final qui est le plus touché. Donc l'homme ou bien ce prédateur fait la plus grande concentration des matières toxiques, donc ce sont eux qui vont le plus souffrir. Voyons maintenant l'exemple des niveaux trophiques. Donc nous avons l'eau qui est le biotope qui va contenir par exemple cette matière toxique, et les producteurs vont utiliser cette eau. Les producteurs ici, ce sont les phytoplanctons qui sont eux-mêmes mangés par les consommateurs, qui est le zooplancton, qui sont eux-mêmes consommés par les poissons, ce sont les consommateurs secondaires, et enfin on peut trouver le prédateur ou bien même l'homme vers la fin comme consommateur tertiaire. La toxicité, la concentration de la matière toxique va augmenter, comme vous le voyez ici, en passant du biotope et du producteur à l'homme, en passant par le consommateur primaire et le consommateur secondaire. Donc la toxicité va augmenter, donc le danger va être encore plus grand. L'homme va beaucoup souffrir. Comment cela? C'est parce qu'il y aura accumulation des matières toxiques dans les organes vitaux.
Par exemple, nous avons certains exemples que vous pouvez trouver dans certains examens. Maintenant, le mercure, on le représente par Hg, il va s'accumuler, se concentrer dans le tissu nerveux. Donc on va constater certains symptômes comme les tremblements, l'apathie, c'est-à-dire le manque de volonté, manque de mémoire. Pour l'iode, par exemple, qui est un exemple de matière radioactive, lui, on va voir qu'il va se concentrer beaucoup dans la thyroïde de l'homme. Donc, cela peut donner un cancer. Ça va affecter le métabolisme de l'individu et aussi sa croissance. Concernant maintenant la toxicité des pesticides, les pesticides, ce sont les insecticides, les herbicides, les fongicides. Cide, le suffixe cide, ça veut dire tuer. Donc tuer les insectes, tuer l'herbe, tuer les champignons. Les insectes, les herbes et les champignons, ce sont des nuisibles pour l'agriculture. Donc on utilise pour les détruire les pesticides. Alors les pesticides sont donc utilisés en agriculture contre les organismes considérés comme indésirables ou nuisibles. Les pesticides ont des effets négatifs sur la santé de l'homme, des animaux. Par exemple, ça peut perturber la reproduction des animaux et même de l'homme. Ça peut donner des perturbations hormonales. Ça peut donner certaines maladies d'immunité, comme l'asthme par exemple, ainsi que sur l'équilibre du milieu naturel. Par exemple, ça peut tuer les insectes utiles comme les abeilles. Alors, quelle est donc la solution à ce problème? La solution, c'est utiliser ce qu'on appelle la lutte biologique. Et nous avons tous vu dans le tronc commun comment les coccinelles peuvent manger les pucerons et jouer donc un rôle positif dans l'agriculture humaine. Alors, la lutte biologique consiste en l'introduction d'organismes de prédateurs, des insectes par exemple nuisibles. C'est une méthode de lutte au moyen d'organismes vivants antagonistes. Antagoniste, ça veut dire contraire. Donc, muta'akisa. Maintenant, les coccinelles, c'est l'ennemi juré des pucerons. Donc, au lieu d'utiliser les pesticides, on peut utiliser les prédateurs des pucerons. Exemple, l'utilisation des prédateurs spécifiques au lieu des pesticides, c'est-à-dire les coccinelles que nous avons vues ici. Concernant maintenant l'évaluation de la pollution de l'eau et du sol, c'est-à-dire comment on peut savoir si l'eau ou même le sol sont pollués ou non. Alors on utilise des paramètres physico-chimiques ou bien des paramètres biologiques. Concernant les paramètres physico-chimiques, par exemple les paramètres chimiques, comme maintenant la concentration de la matière organique. Plus la concentration de la matière organique dans le sol ou bien de l'eau augmente, plus le sol est pollué. Le pH, par exemple le pH, il doit être à peu près neutre et ne pas descendre beaucoup, c'est-à-dire que le sol ou l'eau ne doit pas être acide ou bien très basique. La matière organique, nous l'avons vu, le DBO5, le paramètre que nous avons étudié précédemment, la demande biologique en oxygène pendant 5 jours, la demande chimique en oxygène, la concentration de l'oxygène, l'ammoniac, le NO2, le dioxyde d'azote, ou bien le dioxyde du soufre. Donc, ce sont des éléments qu'on pourrait utiliser pour savoir si l'eau, le sol ou même l'air est pollué. Concernant les paramètres physiques, il y a la température, il y a la transparence, turbidité, la conductivité électrique, la radioactivité. Concernant maintenant les paramètres biologiques, c'est bien sûr, elles se rapportent aux micro-organismes, c'est-à-dire les organismes qui peuvent vivre, les organismes vivants bien entendu, qui peuvent vivre dans le milieu naturel, que ce soit l'eau, le sol ou même l'air. Ces micro-organismes, il y en a beaucoup, par exemple les micro-organismes fécaux. Ce sont des micro-organismes qu'on trouve dans les excréments, le caca par exemple,
c'est très très nocif, aussi bien pour la santé humaine que pour le milieu naturel. L'IBG, l'indice biologique général, normalisé, IBGN ou bien IBG seulement. IBQS, attention au mot IBQS, l'indice biologique de la qualité du sol. Alors l'indice biologique de la qualité du sol, il nous donne une idée sur la pollution du sol. Plus le sol contient des êtres vivants, plus il est riche en êtres vivants, plus c'est bon. Si le sol ne contient pas d'êtres vivants, c'est mauvais. Il y a ce qu'on appelle les bioindicateurs de pollution. C'est-à-dire qu'il y a des organismes vivants, bio ça veut dire vivant, qui peuvent nous dire si le milieu il est pollué ou non. Donc organismes vivants qui informent, qui nous donnent des informations sur l'état d'un milieu par le type d'espèce et ou par leur effectif. Nous avons vu tout à l'heure par exemple les abeilles, ce sont des indicateurs de la non-pollution du milieu. Alors, concernant la classification des bioindicateurs, il y a les espèces indicatrices de pollution. Regardez ici ces insectes. Les insectes que vous voyez ici, ils nous disent que l'eau, par exemple, est très polluée. Ceci-là, c'est une eau moyennement polluée. Si vous trouvez ces deux insectes-là, par exemple, donc ça veut dire que l'eau est polluée. Donc, il y a des espèces indicatrices de pollution. Il y a des espèces sensibles à la pollution, c'est ce qu'on appelle des espèces sentinelles, comme l'abeille, que j'avais pris en exemple tout à l'heure, ou bien le lichen pour les végétaux. Il y a ce qu'on appelle des espèces indifférentes. Alors ces espèces-là, on peut les trouver dans un milieu pollué ou non pollué. Attention, il se peut qu'on موضوع ديال شي examen. C'est-à-dire, dans un cours d'eau, par exemple, on peut trouver différents êtres vivants et en fonction de ces êtres vivants, on peut dire si la station, par exemple, est polluée ou non. Concernant tout ce que nous avons vu, le résumé, vous pouvez trouver un PDF selon un lien, la description en bas de la vidéo, que vous pouvez télécharger et consulter sur votre smartphone. Merci.